Bien, on va peut-être, il nous reste une dernière demi-heure sur les questions ou les remarques de la salle. Oui, allez-y, plutôt sur la communication interne tout à l'heure. Ouais, allez-y. Comment faire du marketing quand on n'a pas la place ou le modèle économique qui permet d'avoir un responsable marketing? Déjà, il y a une émergence qui arrive sur la société de service. Ils se rendent compte qu'ils ont besoin, justement, par la différenciation, ils sont restés, alors là, je suis d'accord avec vous sur la fonction marketing pour le luxe notamment. Le luxe, il fonctionne essentiellement avec l'historique. L'heure historique, c'est la société, c'est le groupe qui a créé cette marque. Après, il faut la promouvoir. Mais la plupart des sociétés de services en France sont créées comme ça. Elles étaient 10, puis sont 20, puis 30, 40, 50, 100, 300, ils ne savent plus s'organiser. Il y a énormément de sociétés de services aujourd'hui qui sont à 300 personnes, qui ont 100 personnes en production ou en vente, et les fonctions support, elles sont, il y a une dizaine, une quinzaine de personnes. Et quelquefois, effectivement, de la croissance externe, quoi. Il y a un vrai besoin de ces sociétés-là dans ces postes-là. Sauf que la plupart des dirigeants ne savent pas comment s'y prendre. Ils se disent bah, je vais prendre un stagiaire, dans le pire des cas, pour faire la partie marketing, ou alors je vais prendre un jeune étudiant qui sort de l'école, etc. Ça va pas me coûter trop cher. Sauf que ce jeune, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Et ils se retrouvent à dire, bah oui, mais pour avoir quelqu'un d'expérience, il faut 15 ans d'expérience. Il n'a pas les moyens. Et justement, il y a aussi une question d'éducation. Les sociétés aujourd'hui, il faut les convaincre d'investir dans ces fonctions-là. Parce qu'ils en ont absolument besoin pour se différencier. Et cette partie-là, elle n'est pas évoquée. Parce que dans toutes les sociétés de marque de grande consommation, le produit est important, la différenciation, le packaging, ça va de soi, ça fait partie de la production finalement, ou de la partie. Mais dans les sociétés de services, pas du tout. Ceux qui n'ont pas les moyens, ça répond à l'externalisation finalement. Moi je me suis lancé là-dedans pour cette partie-là, pour les petites sociétés, mais dans certaines sociétés, les sociétés de 300 personnes, ils auraient les moyens de prendre quelqu'un à plein temps. Mais après, ils n'ont pas cette culture. Comment appréhender ça, Alain, qui a été une réponse parfaite. En fait, merci de votre question. La société de service, elle vit ce que la société industrielle B2C a déjà vécu, c'est-à-dire qu'ils sont obligés aussi de faire leur révolution aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'une structuration par l'offre. C'est-à-dire qu'ils ont construit une offre, et puis l'offre, elle croît, comme ça s'est passé aussi en business to consumer. Sauf qu'à un moment donné, l'offre, elle ne vit pas par elle-même. Et ces sociétés-là, de toute façon, vous en aurez deux catégories. Il y a celles qui, effectivement, se structureront et réintégreront, et ce ne sera pas différent. Parce qu'au final, que mon client soit un professionnel, un patron d'entreprise qui m'achète des services ou un client final, il a des besoins, il a des attentes. Après, ça va être un peu plus compliqué parce que quand on est en B2B, on a des relations diadiques de confiance, de pérennité dans la relation. Donc il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en ligne de compte qui sont moins, on va dire, objectifs qu'une relation purement business to consumer. Ceci étant, ce travail de restructuration et de remettre au final au cœur de ma préoccupation, moi société de service qui m'adresse à des professionnels, sur quels critères je suis choisi, quelles sont les variables les plus importantes dans le processus de choix de mon client en face, sur quoi je vais pouvoir me développer, c'est une démarche marketing classique. Donc
effectivement, par l'histoire des services et l'explosion des services, puisque c'est vrai qu'on est dans une société qui aujourd'hui est une société de services, et par l'explosion de ce tissu de PME de services, bon, même si on regarde la structure aujourd'hui de l'offre de services en France, elle a tendance à se concentrer, et en général ces petites boîtes, elles se font manger par des plus grosses qui les réenglobent et qui restructurent tout ça. Ça arrive aussi, enfin, malheureusement, hein, c'est le principe de ce qu'on appelle l'oligopole à frange concurrentielle. Hein. La frange concurrentielle se fait grignoter par les gros. Regardez ce qui s'est passé dans la restauration, on voit qu'il y a des phénomènes de concentration dans la sécurité, etc. etc. Voilà, on observe ça. Bah, ceux qui arriveront à se structurer et effectivement à développer un service marketing, bah, ils auront de la pérennité dans la durée. Hein, parce que sinon, à un moment donné, quelqu'un va mieux comprendre ce que veut les clients professionnels à un moment donné, va proposer une offre plus adaptée, bah, il va leur rafler le marché. Et généralement, pour ces entreprises de services, on bascule vite du ça va bien à ça va pas. C'est-à-dire qu'il suffit parfois de perdre 1 ou 2 contrats et on passe dans le rouge, quoi. Donc on est sur cette problématique-là. Donc ils vont faire leur révolution aussi. Si on repositionne les choses, je veux dire, le fait de dire on va mettre le client au cœur des préoccupations de l'entreprise, qu'il soit professionnel ou particulier, les premiers à s'être posé vraiment la question, c'est vraiment centralement, on est dans les années 90. Vous voyez, donc si on remonte le fil, c'est pas si vieux que ça. Voilà, on a été longtemps en disant bon, je fabrique, je conçois mon offre, puis après je verrai bien. Voilà. Alors ça marche, tant mieux, ça marche pas, je m'ajuste, on verra bien. Alors ça marchait tant que les marchés étaient en croissance, etc. Et c'est vrai que pour le moment, comme les services continuent de croître, enfin il y a quand même encore, c'est encore ce qui va le mieux dans notre économie. Alors, on a encore de la progression de la part des services dans notre économie globale. On peut se dire, ouais, bah, pour le moment je profite de la croissance et même si je suis pas parfait, je m'en sors quand même. Mais quand le marché, c'est le cas actuellement, va commencer à se serrer et qu'il n'y aura plus de croissance, bah, ceux qui resteront, c'est ceux qui auront la meilleure connaissance au niveau du client. Il n'y a pas de secret. Et est-ce que l'on peut dire, est-ce que tu évoquais tout à l'heure, que d'une certaine façon, là encore, notre rapport à la réalité hexagonale ou européenne est différente, effectivement, d'une approche un peu plus anglo-saxonne, opérationnelle, comme l'évoquait Audrey tout à l'heure. Bah, moi, dans les échanges que je peux avoir, y compris avec des universitaires, on va dire anglo-saxons, ils sont effectivement extrêmement pragmatiques. Voilà. Et j'ai le sentiment que parfois, ils ont tendance à peut-être un peu moins oublier les fondamentaux. Après, il ne faut pas être caricatural. Dans le luxe, on est dans une approche un peu différente, mais là qui est culturelle, ça vaut un peu comme pour notre production, on va dire, artistique, où on considère que c'est la créativité qui prime sur tout le reste. Mais c'est une posture qui peut marcher dans certains cas. Voilà, pourquoi pas, c'est aussi ce qui fait le made in et ce qui fait que français, hein, et qui fait que ça va avoir une certaine légitimité à l'international. Pour tout le reste, je pense que si on oublie les fondamentaux que j'ai évoqués modestement au départ, quel que soit son secteur, et ça vaut pour la France comme pour l'international, on passe à côté de quelque chose. Après, l'uniformisation, alors ça a été très rigolo parce que si on prend, moi j'ai pas l'expérience de BMW, mais alors chez Renault à une époque c'était alors chaque pays une stratégie, un responsable des services de com, des services marketing, donc c'était peut-être aller trop loin, on va dire, dans les adaptations locales. Puis alors après, ben non, pour des raisons purement financières, hein, parce que dire quand M. Ghosn est arrivé, ce qui a prévalu, c'était pas quel discours je vais avoir en direction de mes clients, c'est de dire comment rationaliser mes budgets de pub. Donc allez hop, on vire toutes les directions communication et marketing de tous les pays, on met tout ça en chapeau en centrale, et on va faire la même communication en direction de tout le monde. Voilà, on rationalise les coûts. Bon, une approche par les coûts, ça n'a pas de sens. Je dis toujours à mes camarades, on a un petit jeu avec un ami contrôleur de gestion en disant, après tout, qu'est-ce qui fait la rentabilité? C'est la façon dont je manage mes chiffres dans l'entreprise et que j'optimise mes coûts, ou c'est ma capacité à faire des produits que je vais vendre? Bon, moi j'ai la réponse, hein. Si je ne vends plus rien, à un moment donné, je peux optimiser tout ce que je veux, mes terrains, mes usines, mes machins, vendre mes trucs, me les relouer, machin. Au bout d'un moment, il ne reste plus rien. S'il n'y a pas de clients, je ne m'en sors pas. Voilà, donc il va falloir remettre de l'énergie pour se concentrer autour du client. Dans les services, ce ne sera pas différent. Après, la complexité à l'international, je pense que ça vaut dans le domaine de l'hôtellerie, mais ailleurs, le fait de rentrer dans une action de service où on s'aperçoit que, sans B2B, j'ai pas d'expérience dans l'univers des services, mais en B2C en tout cas, on voit que les attentes peuvent être très diverses, hein, entre une zone culturelle et une autre. Mais là encore, il y a un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui en marketing, notamment sur les découpages géographiques. Hein, parce qu'on a fait des découpages géographiques à la frontière, bah, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas la frontière qui fait la culture.
Voilà, donc il y a des tas de réflexions, y compris dans des domaines artistiques. C'était la réflexion du Centre national de la cinématographie sur toute l'exportation des films français. On s'aperçoit que les processus de comportement de consommation cinématographique, ils ne sont pas du tout géographiques. Donc on est obligé de repenser l'organisation de l'exportation des films français, parfois en mettant des stratégies de distribution sur des zones qui ne sont pas contiguës. Voilà, donc repenser ça. Alors il y a des outils qu'on utilise, qu'on a piqués aux financiers, ça s'appelle les modèles de distance culturelle, c'est très rigolo. Mais ça, les entreprises ont du mal à l'intégrer parce qu'ils n'arrivent pas encore à avoir une approche marketing internationale qui fait fi des frontières, quoi. Et ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Voilà, mais bon, alors après, ça pose des tas de problèmes, hein, parce que effectivement, si j'ai un budget de communication et qu'il faut que je communique dans 3 pays en même temps, c'est pas les mêmes problématiques que quand j'ai une zone géographique clairement définie. À Ok. l'international, ne serait-ce qu'en France, Oui, oh oui. ça marche aussi. Ah oui, je ne m'adressais pas, quand j'étais chez Renault, de la même façon à un Lillois qu'à un Tarnais. On avait vu que ce n'était pas les mêmes arguments. D'autres questions, remarques ou réactions? Comment ça fonctionne dans le monde Canal+, entre la relation commerciale ou marketing, ou dans les mondes comme Johnson Control, effectivement, sur l'approche peut-être un petit peu plus industrielle que l'on a moins évoquée. Canal, Jérôme? Canal, il y a une forte évolution. Moi, je suis responsable du développement des ventes, enfin, pour commercial et Ton regard par rapport à la fonction marketing? Oui, c'est clair, mais aujourd'hui, les canaux de vente bougent énormément. Pour information, les canaux physiques faisaient 60% des ventes il y a encore 4-5 ans. Aujourd'hui, la majorité des ventes se fait plutôt sur les canaux de vente directe ou web. Donc, c'est des vraies révolutions en interne, c'est clair. Et est-ce que vous travaillez ensemble de plus en plus? Tu as le sentiment, parce que dans ce métier-là, tu interviens déjà depuis... C'est quand même assez cloisonné, effectivement. Ah, ouais. Et non, ce sont des mondes assez différents. Ouais. On est encore très fossilisé, quoi. Enfin, aujourd'hui, fossile. par silo, effectivement. Par silo, oui, c'est ça. Pas fossile. Et lorsque il y a des opérations de vente qui sont plutôt des tentatives, mais sur vente privée, effectivement, ça crée forcément de très fortes tensions avec des réseaux physiques. C'est pas du tout le même langage et on a du mal à... Il n'y a pas de raison d'ailleurs à ce qu'ils se comprennent, parce que c'est effectivement très éloigné. Et aujourd'hui, non, on assiste plutôt à un transfert dans les réseaux de distribution, enfin, de vente, assez important. D'accord. Donc du coup, c'est pas du tout les mêmes méthodes d'adressage. Même si les clients finaux sont les mêmes, les canaux et les tuyaux sont pas les mêmes. Et chez Johnson Control ou chez Siemens, le fait d'intégrer des nouvelles compétences techniques ou de développer effectivement comment ça fonctionne du point de vue entre l'équilibre entre le commercial et le marketing, quelle vision? Commercial et marketing, ça fonctionne de mieux en mieux ensemble. De mieux en mieux. Pour des raisons d'optimisation aussi de coûts, hein. C'est pas que tout le monde s'aime, mais parce qu'on le fait aussi. Maintenant, moi, il y a des choses qui sont assez... qui provoquent de l'urticaire, c'est-à-dire que dans les grands groupes industriels qui fabriquent des produits et qui ont aussi une stratégie service, on s'aperçoit qu'on est amené à gérer des conflits de distribution. C'est-à-dire que les mêmes produits, on dit on veut distribuer nos produits via des distributeurs, et qu'en même temps, on a une stratégie de service où on a des équipes de vente commerciale qui vendent des solutions clés en main aux clients. Une sorte de cannibalisation, voilà. quoi, c'est ça. Donc il y a des choix où là, la faiblesse en marketing est criante parce que on lance tout le monde sur le truc, il y a la grosse vision globale en disant oui, on a des produits, on veut pousser nos produits. Alors, pousser nos produits, vous avez des clients, tout le monde est d'accord, mais alors après, il y a des forces de vente dédiées qui vont aller voir des distributeurs. Et d'autres travaillent des clients et c'est jamais, il n'y a jamais de frontières, on parlait tout à l'heure dans la géographie des pays, mais il n'y a jamais de frontières non plus complètement étanches. Et là, on se prend un peu les pieds dans le tapis et c'est là qu'on s'aperçoit que quand on n'a pas un marketing opérationnel assez présent et précis, ben, les divisions, vu qu'elles sont organisées souvent avec des silos très hermétiques, hein, du style canaux de distribution, puis d'autres services à côté, ben, on se cannibalise ou plutôt on se prend les pieds dans le tapis, ce qui n'est pas bon parce que non seulement en interne on communique mal en interne, puisque tout le monde croit que tout le monde peut tout faire, et de l'autre côté chez les clients, ça donne aussi un message parasite, parce qu'à partir du moment où tout le monde croit qu'il peut tout faire, on explique aux clients que
sa légitimité, que l'orientation de la boîte est dans tel domaine. Et le lendemain, il peut entendre par d'autres, notamment dans l'industrie du bâtiment, etc., par des bureaux d'études, il peut entendre une autre version de la stratégie. Donc là, on se retrouve à gérer des incohérences souvent qui sont graves, quoi. Et avec à la fois des combats internes qui rendent la lisibilité sur le marché pas claire du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait ou la fonction marketing ou l'évolution de la fonction marketing ajoute à la dialectique entre différentes fonctions de l'entreprise, ou est-ce que, d'une certaine façon, ça appelle au niveau de la gouvernance, au niveau de la stratégie de l'entreprise à développer sa propre compétence marketing, y compris avec des choix en matière d'arbitrage? Avec de la cohérence, parce que la stratégie générale, tout le monde est capable de la définir assez bien, mais ensuite c'est dans l'application, comme on en parlait tout à l'heure, hein, c'est dans la mise en œuvre que tout se joue. Donc, et c'est là où ça pêche souvent, beaucoup, et où le manque de marketing opérationnel ou de remontée opérationnelle fait cruellement défaut, et que les grands stratèges peuvent se prendre les pieds dans le tapis. Mais je ne crois pas que ce soit juste un problème de marketing, parce que vous évoquez... Ah non, c'est un problème de stratégie, et de déclinaison de cette stratégie avec une vision de où je vais aller assez claire. Parce que quand on dit je veux être à la fois sur la distribution et je veux être à la fois sur le service, où est la frontière et comment on gouverne ça? Et en même temps, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, et en rebondissant sur ce qu'évoquait Alain au tout début dans les fondamentaux, peut-être des carences en matière de capteurs sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain, quoi, véritablement. Mais vous alliez dire... Non, je dis que ce n'est pas un problème de marketing, mais c'est aussi un marché qui évolue. Je pense que ce que tu évoquais tout à l'heure sur la complexité du marketing, c'est quelque chose qui, depuis les 10 dernières années, et notamment avec l'avènement du commerce, on parlait de canaux de distribution, il y a quelque chose de très très compliqué à s'arracher les cheveux, preuve en est, parce que vous poussez. Bon, moi j'ai bossé chez Sony et chez Canon, et vous avez vu l'avènement de Pixmania. Voilà, Pixmania, en quelques années, est devenu l'acteur majeur sur le marché de la photo, l'un des acteurs majeurs. Et le management d'un client comme Pixmania était très compliqué, puisque lui, son modèle économique, il était simple, il dit moi je vais vous vendre pas cher aux consommateurs. Donc grosso modo, ils vendaient 10-15% de moins cher que la Fnac, que Darty. Or, le modèle économique de la Fnac et Darty, c'était de vendre à ce prix-là, parce que de toute façon, c'était leur seuil de rentabilité qui était menacé. Et vous êtes arrivé à avoir une problématique qui était celle qui est devenue celle du marketing, mais aussi celle des ventes, qui était de dire, ok, comment je fais pour faire vivre la Fnac et Pixmania et que tous les deux soient contents. Et ça a fait changer le marketing, qui a dû se dire, ok, il va falloir qu'on travaille sur des offres produits différenciées, avec des exclusivités pour un réseau, et pour l'autre, et des offres spécifiques pour qu'on s'y retrouve. Mais il a fallu vivre avec cette évolution du net et s'adapter. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Et c'est pas qu'un problème de stratégie, parce qu'il faut aussi faire avec la loi. En l'occurrence, ce sont les distributeurs qui sont libres de pratiquer les prix qu'ils veulent. Or, c'est bien que le constructeur, lui, à un moment ou à un autre, il va conseiller des prix. Et c'est là-dessus que doit faire la marge le distributeur. Et ça, c'est le marketing qui est en charge de travailler sur ces offres. Est-ce qu'on ne revient pas sur ce que Benjamin évoquait tout à l'heure, avec des segments, c'est ça, avec des canaux différents, chacun ayant la responsabilité du marketing ou de l'offre sur ces différents canaux, en assurant quand même une cohérence sur l'ensemble. Benjamin? Non, mais sinon, oui. Ah oui, pardon. Le problème, c'est que plus on multiplie ces différentes offres qui sont du packaging quand même, souvent pour différencier, après on crée la confusion pour le client final. Et derrière, au canal, on se repose la question, c'est justement, on a une offre assez riche, on a voulu élargir un peu, et ça manque de visibilité. Donc du coup, je vous épargne effectivement les effets de gamme sur les différents modes de réception, satellite, TNT, ADSL et autres, et le client ne comprend plus rien. Les prix ne sont pas les mêmes, et tout qu'on fait, il se dit c'est pas les mêmes services non plus, parce que les incidences technologiques sont différentes.
En voulant élargir et spécifier, on perd aussi la visibilité. Ouais, c'est ça, et entre le B2B et le B2C, etc., on se prend un petit peu les pieds dans le tapis aussi. Et la satisfaction client au final, parce qu'il a Ouais, toujours l'impression de jamais être servi comme il devrait l'être. Oui, parce que le Ça voisin va avoir est quelque mieux part. et Bien que... sûr. Dans l'article, il y avait un point très intéressant de Bertrand Méo qui parlait sur le nouveau business model. Il disait quelque chose de très fort sur Canal+, c'est nous, on est créateurs de contenu. Et on est dans l'ultra-segmentation, on s'attaque à une catégorie de CSP+, et c'est comme ça qu'on est reconnu, qu'on est apprécié. Ça marche. Oui, La oui. preuve, c'est une entreprise qui est devenue bénéficiaire. Et c'était assez intéressant de dire que finalement, ils sont en conflit maintenant avec les opérateurs télécoms parce que ça va générer d'autant plus de bandes passantes. Et qui va payer? Qui va payer? Et ça, en Angleterre, effectivement, le prix de l'Internet, on ne peut plus, on est dans un modèle révolu de 30 €, y compris tout illimité. C'est fini, c'est révolu. Vous avez 4-5 ans, c'est pas encore, mais on va brider la data. Parce que ça va être extrêmement consommateur de contenu, donc on va encore casser les modèles. De reconfiguration, c'est vachement intéressant. Ok. On va, à moins qu'il y ait d'autres questions ou échanges, on va devoir clore ce débat, de sentiment très riche, au moins de points de vue et de pistes de réflexion. Je voulais simplement que l'on termine avec Alain en disant dans l'offre exécutive éducation, tu as mis en place un MBA responsable marketing et commercial. Justement, quelle est la philosophie par rapport à ça? Là, il y a deux formations qui sont distinctes. On a effectivement, j'ai dans la salle, j'ai la chance d'en avoir un de la première promo. Ah bah, génial. Qui se cache dans un coin. Et un de la promo actuelle qui trône fièrement au fond. Voilà, donc nous dans notre offre, ça a été d'ailleurs la première offre en formation dite continue exécutive MBA. On n'est pas centré sur les compétences, on va dire purement marketing, puisque l'objectif même de cette formation, c'est de permettre à des personnes qui sont dans une situation de blocage professionnel, donc plutôt des profils 35 ans, hein, voilà, vous reconnaîtrez, messieurs. Pas forcément de blocage professionnel, c'est aussi un moment vis-à-vis de la complexité des structures de l'entreprise, avoir un panorama, même si ce n'est pas pour l'acquisition de la maîtrise de chaque compétence, avoir le panorama complet de toutes les activités qui sont en entreprise. Et je rejoins ce que disait Benjamin, c'est être spécialiste dans une fonction, avoir un métier, et par contre avoir une vision transversale. Merci. Et effectivement, l'objectif de cette formation, c'est pas de spécialiser en marketing, même s'il y a un semestre, on peut avoir une dominante sur l'entrepreneuriat, sur la finance, sur le marketing, mais c'est vraiment d'avoir cette vision transversale pour pouvoir embrasser des postes de direction générale. Alors le programme évolue, hein, puisque la promo qui vient de sortir, qui était la deuxième, et celle qui est en cours avec Armand, va notamment aborder les problématiques de qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux. Alors, l'objectif, c'est pas de faire des spécialistes du web, hein, c'est pas ça l'objectif, mais que demain, s'ils sont patrons d'une division ou d'une entreprise, qu'ils se disent, bah voilà, qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux, qui je mets, quels sont les inputs que je vais devoir donner. De la même façon, comment je communique sur le web autour de ma marque. Donc, la stratégie de contenu. Comment je vais intégrer des problématiques de référencement, qu'ils soient naturels ou payants. Voilà. Alors, je ne vais pas le faire, c'est pas l'objectif, mais il faut que j'en comprenne les enjeux pour être capable de piloter ces aspects. Ça, c'est vraiment l'exécutif part-time qui est un MBA généraliste. L'autre formation que j'évoquais au préalable, qui est vraiment le fruit d'une réflexion plus globale, c'est vraiment une formation qui s'adresse à des gens qui sont généralement originaires plutôt du domaine de la vente, mais qui évoluent dans leur fonction. On voit que la vente, et pour moi c'est légitime, est un aspect fondamental dans le parcours marketing. Hein, et le fait de passer par là, c'est un élément qui est essentiel, sauf que parfois on sort d'un BTS vente, par exemple,
Voilà, et on est cantonné dans cette fonction de commercial, même super commercial parfois. On n'arrive pas à évoluer sur des fonctions plus transversales où on va embrasser une compétence marketing. Donc là, on a créé une formation qui est sur 24 jours de mémoire, donc modularisée, qui est particulièrement longue et riche. On va essayer là vraiment de se centrer sur toutes les compétences autour du marketing, de la stratégie et de la fonction commerciale. On a cette volonté de rester opérationnel, toujours, et ça je pense que c'est, grâce à Catherine Edley notamment, un petit peu la marque de fabrique des MBA et du groupe l'ESG en général, c'est vraiment de distiller et aussi de donner des éléments autour de tout ce qui est digital marketing. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la fonction qu'on a dans l'entreprise, si on oublie cet aspect-là, ça vous fera plaisir je pense, on oublie un gros morceau. Voilà pour les formations sur lesquelles on a travaillé. Alors l'exécutif maintenant, et la 4e promo va arriver, le responsable marketing et commercial, ça démarre. Voilà, donc tous ceux qui sont intéressés sont bien évidemment les bienvenus. Voilà, si tu as un petit mot de conclusion. Voilà, non, au-delà de la conclusion, il m'a semblé qu'effectivement les échanges étaient tout à fait intéressants et la confrontation des expériences dans des secteurs et sur le sujet du marketing vraiment très fructueux. Merci. Merci aux uns aux autres. Merci Audrey, et merci Benjamin, merci Christophe, merci Thierry, merci Alain, effectivement, de votre expérience. Merci de votre participation et bon retour chez vous. Merci.